Bonjour et bienvenue au cœur de l'Assemblée nationale. Alors il y a un homme important, un homme puissant ce mercredi 17 septembre qui est auditionné ici à l'Assemblée nationale, Rodolphe Sadé, le PDG du 3e armateur mondial et 4e entreprise de logistique mondiale, le géant CMA-CGM. Il est devant la Commission des affaires économiques avec un thème central pour cette audition, la situation économique de son groupe et son rôle dans le développement de l'industrie navale et du transport maritime en France. Mais il y a un autre sujet qui a été abordé, la question de l'indépendance des médias, alors que le groupe de Rodolphe Sadé vient de racheter le 12 septembre dernier le média en ligne Brut. Retrouvez le meilleur des échanges, car il y en a eu, entre le PDG Rodolphe Sadé et les députés qui avaient donc beaucoup de questions. À tout à l'heure. Pour la France, plus de 80% des importations-exportations en volume transitent par voie maritime. Et donc, le coût et la fiabilité de ce transport maritime conditionnent le maintien d'exports français, notre approvisionnement en produits stratégiques. Je pense évidemment à l'énergie, les produits agricoles, les métaux, etc. La crise du Covid aussi a montré la dépendance de la France aux chaînes logistiques mondiales et combien la maîtrise d'une flotte et des infrastructures portuaires permet de sécuriser l'approvisionnement national face aux crises géopolitiques. Et donc votre audition prend aussi un relief particulier face, nous en avons parlé également juste avant, face à un contexte commercial, disons, bouleversé au niveau mondial, difficile aussi de certains points de vue. Le président des États-Unis prévoit par exemple d'imposer des droits de douane asymétriques, vous le savez trop bien, et élevés sur les exports européens, tandis que les exports américains vers l'Union européenne eh bien, en échappent pour une grande partie. Et vous pourrez d'ailleurs nous faire part de votre vision des négociations commerciales, si vous le voulez bien, entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi les pays du Mercosur, dans l'attente d'un accord de libre-échange, alors même que vous avez annoncé faire le choix de vous implanter outre-Atlantique dès les premières annonces de M. Trump. Vous assurez le tiers des flux d'import-export dans notre pays, ce qui vous permet d'afficher aussi des résultats importants, plus 18% de chiffre d'affaires en 2024 par exemple, position privilégiée qui plus est dans une filière oligopolistique. Et avant de vous céder la parole, j'aurai pour ma part quelques premières questions. D'abord sur les résultats du groupe qui atteignent des niveaux élevés, on en a parlé notamment depuis 2020. Vous avez été beaucoup aidé par le dispositif des prix garantie d'État, des prêts garantis d'État pendant le Covid, d'autres dispositifs plus réguliers, on y reviendra sans doute, de telle sorte que les 2 années de pandémie ont été relativement profitables pour CMA, CGM. Comment redistribuez-vous des bénéfices ? Bénéfices, voilà, et c'est souligné par un certain nombre d'acteurs qui sont dus entre autres au soutien public. En tout cas, vous y reviendrez sur la part des soutiens publics, notamment des interrogations sur la taxe au tonnage. Est-ce qu'elle est, selon vous, toujours nécessaire pour la compétitivité des armateurs français ? Je rappelle que cette taxe avait apporté à CMA-CGM 5,6 milliards d'euros en 2023, 1,4 milliard d'euros en 2025. Est-ce que cet avantage fiscal est réellement réinvesti pour affronter la concurrence internationale dans le transport maritime ? Ou est-ce que ça vous permet, par exemple, d'étendre son activité à d'autres secteurs ? Je pense aux médias. Les tarifs de frais, également, ont atteint des niveaux très élevés après la pandémie de Covid et ont été répercutés sur les consommateurs. Est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce que ces tarifs sont amenés à baisser durablement ? Enfin, une question qui est sur, et nous sommes, vous le savez, à quelques semaines de la COP au Brésil. Comment le groupe CMA-CGM entend contribuer au développement d'un transport maritime durable en France ? Transport qui représente 3% des émissions de gaz à effet de serre, le transport maritime. Comment et à quel rythme comptez-vous contribuer à la décarbonation du fret ? Il est connu ou dit que les compagnies maritimes freinent l'avancée des négociations internationales dans le domaine ou entraveraient la réglementation sur les émissions des navires. Quelle est votre politique, Monsieur le Président, Directeur Général, votre politique en la matière ? Et enfin, une dernière question. Et comme je vois qu'il n'y a pas de collègues, je crois, de l'outre-mer, j'ai une dernière question sur l'outre-mer qui me semble important parce que, vous le savez, évidemment, il y a aujourd'hui beaucoup de préoccupations, à juste titre, autour de la vie chère, particulièrement en outre-mer. Et
Et beaucoup de nos concitoyens dans ces territoires souvent insulaires soulignent cela et donc pour cette raison disent aussi qu'ils sont, parce que c'est insulaire, très dépendants des importations par voie maritime et des tarifs appliqués. Voilà, si vous pouviez avoir quelques mots aussi sur ce sujet. Merci encore, Monsieur le Président, Directeur Général, de votre disponibilité que je crois nous apprécions tous pour échanger avec nous tous. Et je vous cède maintenant la parole pour une quinzaine de minutes. Et ensuite, nous aurons les interventions de nos collègues et des représentants de nos groupes parlementaires. Merci à vous. Je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer devant vous ce matin. Vos travaux sont essentiels car ils engagent des choix structurants pour l'avenir de notre économie et pour la souveraineté de la France. Ils le sont d'autant plus dans ce moment difficile pour notre pays. Je suis convaincu que nous avons tous, au-delà de nos différences, la même exigence. Faire avancer notre pays, c'est dans cet esprit que je me présente devant vous aujourd'hui. Cette conviction guide aussi l'histoire de CMA-CGM, une histoire qui illustre à sa manière la capacité de la France à accueillir, innover et persévérer. Mon père a créé la CMA en 1978 à Marseille avec 4 collaborateurs et un seul navire en location reliant Marseille, Beyrouth et Latakia en Syrie. Il venait alors de fuir la guerre civile du Liban et après avoir dû quitter la Syrie. Nous avons grandi au rythme de la mondialisation, nous avons connu des périodes de croissance, mais aussi des années déficitaires. Nous avons côtoyé la faillite, nous nous sommes battus pour trouver des capitaux et redresser l'entreprise. À chaque crise, nous avons tenu le cap. Aujourd'hui, notre groupe est le numéro 3 mondial du transport maritime, numéro 4 dans la logistique et présent aussi dans les médias français. Nous comptons 160 000 collaborateurs, plus de 650 navires, 1000 entrepôts, 60 terminaux dans 183 pays. Mais derrière ces chiffres, il y a surtout une réalité, celle d'une entreprise française qui porte les couleurs de notre pays sur toutes les mers du globe. Dans le prolongement de cette introduction, je voudrais partager avec vous les enseignements que je tire de cette année 2025, pleine d'incertitudes et qui peuvent éclairer nos débats d'aujourd'hui. Le premier enseignement, c'est le poids désormais central de la géopolitique dans l'économie mondiale. La succession de crises récentes en témoigne. Depuis fin 2023, les attaques des Houthis ont fortement perturbé le trafic via le canal de Suez, qui concentrait à lui seul 15% du commerce conteneurisé mondial. En un an, entre août 2024 et août 2025, les échanges entre la Chine et les États-Unis ont reculé d'un tiers. Et tout cela accélère la recomposition de la géographie du commerce mondial. Les grandes routes est-ouest ralentissent et les flux sud-sud montent en puissance. Deuxième enseignement, depuis janvier dernier, la politique douanière du président Trump nous a fait entrer dans un nouveau monde. En un an, les tarifs américains sont passés en moyenne de 1,3% à 15,2%. Cette multiplication des barrières douanières pèse lourdement sur le commerce mondial. Depuis 1945, il n'a reculé que 4 fois, en 1975, en 1982, en 2009 et en 2020. 2026 pourrait sans doute être la 5e année. Ces secousses ne fragilisent pas seulement notre industrie du transport maritime, elles entraînent des conséquences directes sur notre pays. Pour les ménages, la hausse des droits de douane renchérit le coût des biens importés. Pour l'État, le ralentissement du commerce mondial alourdit le déficit extérieur. Dans ce contexte, avec une dette publique supérieure à 110% du PIB, la récente dégradation de la note montre que la souveraineté constitue un signal préoccupant. Mais je suis convaincu que nous avons les moyens de nous en sortir. La France a toujours su traverser les tempêtes quand elle sait faire front ensemble. Dans ce monde de plus en plus incertain, la France doit s'appuyer sur ces grandes entreprises, dont CMA-CGM. Je suis convaincu que des réussites entrepreneuriales françaises sont une chance pour le pays. Ce sont elles qui créent de l'emploi, renforcent l'économie et font rayonner la France. Les Français ne s'y trompent pas. Ils n'opposent pas réussite publique et réussite privée. Dans ce contexte de compétition mondiale, les Français ne sont
les entreprises ne sont plus seulement des acteurs économiques, elles sont perçues comme des repères, parfois même comme des valeurs refuges. Dans ce secteur, cette prise de conscience est particulièrement claire. La crise du Covid a montré du jour au lendemain, chacun a vu qu'acheminer des marchandises n'allait pas de soi. Nos bateaux, nos terminaux, nos avions cargo, nos entrepôts sont devenus stratégiques. Ce sont à leur manière des leviers de souveraineté française déployés à travers le monde. Plus que jamais, le maritime et la logistique sont devenus des leviers essentiels de la puissance pour les nations. L'Europe peut se targuer de compter 4 des 5 premiers armateurs mondiaux. Mais la compétition s'intensifie. La Chine et la Corée du Sud sont 2 géants qui représentent à eux deux près de 80% de la construction navale mondiale. Les États-Unis affichent leurs ambitions. L'un des premiers décrets signés par le président Trump s'intitulait « Rétablir la suprématie maritime des États-Unis ». L'Inde, le Brésil et d'autres pays des BRICS déploient à leur tour des plans massifs pour développer leur industrie maritime. En même temps, une bataille silencieuse mais déterminante se joue aujourd'hui autour du contrôle des terminaux portuaires avec le soutien actif d'États comme la Chine et les États-Unis. Nous constatons avec inquiétude que la France reste trop souvent spectatrice de l'affrontement entre grandes puissances, y compris lorsqu'il se joue sur leur propre sol, comme le montre le deal potentiel entre l'entreprise hongkongaise de terminaux portuaires Hutchinson, l'armateur italo-suisse MSC, le fonds d'investissement américain BlackRock et l'armateur chinois COSCO. Il est essentiel que l'Europe et la France prennent pleinement la mesure de cet enjeu, en veillant à l'application stricte de nos règles, notamment en matière de concurrence. C'est la condition pour garantir que les armateurs européens puissent continuer à accéder équitablement aux marchés mondiaux face aux risques de concentration des infrastructures portuaires. Dans cette compétition mondiale exacerbée, nous avons besoin de pouvoir compter sur les pouvoirs publics, comme la France peut compter sur l'engagement de CMA-CGM. Notre engagement, c'est d'abord le choix de maintenir nos sièges sociaux en France et de créer de l'emploi. 20 000 collaborateurs, dont 1 000 marins et 55 000 emplois indirects. C'est aussi l'action de la Fondation CMA-CGM qui déploie ses innovations sociales dans le monde et en France. Fin 2024, elle a ouvert à Marseille son premier entrepôt solidaire, mobilisant notre savoir-faire logistique au service des associations d'aide alimentaire. Et c'est à travers Tangram, notre centre de formation et d'innovation, que près de 4000 cadres du groupe, issus de plus de 100 nationalités, ont déjà été formés à Marseille. C'est aussi un engagement stratégique qui permet de consolider des activités essentielles pour le pays. À travers notre filiale logistique CEVA, nous maintenons de l'activité dans des territoires fragilisés par la désindustrialisation, avec une présence dans chaque département de France, en soutenant des entreprises françaises en difficulté, comme la Méridionale ou Brittany Ferries, pour préserver des savoir-faire et des emplois, et en investissant par patriotisme économique dans des fleurons nationaux comme Air France KLM ou Eutelsat, qui jouent un rôle clé dans notre connectivité et notre souveraineté. Notre engagement, c'est aussi la disponibilité de nos moyens au service de l'État. Pendant la crise du Covid, nous avons répondu présent quand nous avons dû aller chercher des millions de masques en Chine. Et nous continuons de le faire encore dans chaque grande crise humanitaire, y compris dans les Outre-mer, comme il y a quelques mois à Mayotte. Nous y investissons aussi sur le long terme à travers des investissements massifs dans des projets portuaires structurants et notamment le hub aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Dans le contexte actuel, CMA-CGM entend continuer à tenir le cap, contribuer à la réussite de la France. Pour ce faire, notre premier pilier, c'est l'investissement. Depuis 1978, nous réinvestissons 85% de nos bénéfices dans l'entreprise et ses collaborateurs. Peu d'entreprises françaises font ce choix. Mais c'est le nôtre, parce que nous sommes une entreprise familiale, nous pensons dans le long terme
et nous investissons dans l'idée de transmettre un outil solide aux générations futures. Et c'est ce qui nous permet de rester stables, même quand l'activité ralentit. Nous investissons là où se joue la croissance mondiale, aux États-Unis et en Chine, qui représentent à eux deux 40% de notre chiffre d'affaires, mais aussi dans les économies qui montent en puissance, comme le Vietnam, la Turquie, le Maroc et l'Inde. Au cœur de cette stratégie, il y a bien sûr la France. Elle pèse près de 12% de notre chiffre d'affaires et 13% de nos effectifs, mais a concentré à elle seule 30% de nos investissements depuis 5 ans, soit 14 milliards d'euros investis dans des domaines clés pour le développement du pays. La décarbonation, avec notre fonds d'investissement Pulse, doté d'un montant d'1,5 milliard, dont 200 millions d'euros confiés à la BPI pour soutenir la filière maritime française. Plus largement, CMA CGM a déjà investi 18 milliards de dollars pour renouveler sa flotte de navires plus décarbonés au GNL. L'intelligence artificielle, à travers nos partenariats avec Yutai et Mistral AI, notre pépite française qui vient de dépasser les 10 milliards d'euros de valorisation. Ou encore le transport fluvial avec le développement du port Édouard Herriot de Lyon et de l'axe rhodanien. C'est l'ensemble de ces investissements en France et dans le monde qui nous ont permis de devenir un transporteur et un logisticien global. Nous sommes devenus le numéro 3 mondial du shipping, le numéro 4 de la logistique, en consolidant nos positions maritimes et terrestres. Nous avons élargi notre champ avec CMA CGM Air Cargo pour relier le maritime et l'aérien. Et nous avons sécurisé des terminaux stratégiques à New York, Los Angeles, Alexandrie, Santos, Abu Dhabi, Haiphong au Vietnam ou encore Nador au Maroc, qui sont autant de points d'ancrage essentiels pour garantir la fluidité des échanges. À chaque étape, l'objectif a été le même, renforcer notre maîtrise de la chaîne logistique et, ce faisant, consolider un outil de souveraineté pour nos clients, pour la France et pour l'Europe. Dans cette stratégie de diversification, les médias occupent une place particulière. Ils représentent une part plus modeste de nos investissements, moins de 5%, mais ils répondent à un enjeu majeur, la vitalité démocratique. Dans un monde traversé par les fake news, je crois que les industriels ont un rôle à jouer pour défendre le pluralisme, l'indépendance et la qualité de l'information. Si nous voulons continuer à produire de l'information en France et résister à la domination des grandes plateformes, nous devons garantir des groupes de médias solides capables de créer des contenus de qualité et de les diffuser sur tous les supports. C'est le sens de nos engagements successifs dans la presse écrite avec La Provence, Corse Matin, La Tribune et La Tribune Dimanche, l'audiovisuel avec BFM et RMC, dans le digital avec Prut et dans le cinéma à travers notre participation dans Pathé. Pour conclure, j'ai conscience de la situation budgétaire difficile de notre pays et des choix complexes qui vous attendent. Dans le budget 2025, sur les 8,5 milliards d'euros de contributions exceptionnelles, CMA CGM assumera 500 millions d'euros à elle seule. À cela s'ajoutera le paiement de l'impôt sur les sociétés majoré appliqué à l'ensemble de nos activités hors transport maritime, la logistique, l'aérien et les médias. Nous avons accepté le principe d'un effort exceptionnel. J'ai même été l'un des premiers dirigeants à m'exprimer positivement à ce sujet. Mais cet effort inédit doit rester exceptionnel car il obère notre compétitivité face à nos concurrents. Ce que nous demandons, c'est de la stabilité. La taxe au tonnage est un cadre fiscal européen appliqué à 90% de la flotte mondiale. Nos concurrents sont tous sous ce même régime fiscal. Il s'agit d'un mode de taxation adapté aux particularités du transport maritime, marqué par une très forte cyclicité. La taxe au tonnage est un levier stratégique pour l'attractivité du pavillon français et de la compétitivité de notre secteur à l'échelle européenne. Remettre en cause ce régime en France serait un coup fatal porté à la filière et qui est pourtant au cœur de notre souveraineté. Mesdames et Messieurs les députés,
Je sais la responsabilité qui est la vôtre dans un moment où chaque décision compte. J'espère que nos échanges permettront d'avancer dans un esprit de responsabilité partagée. Mais je veux le dire clairement, les entreprises ne peuvent pas être tenues responsables des fractures de notre société. Nous sommes des partenaires de la nation. Chez CMA-CGM, nous avons toujours agi avec patriotisme et nous continuerons de mettre nos moyens au service de la France. Au fond, si responsables politiques, entreprises et citoyens n'avancent pas ensemble, c'est notre souveraineté qui s'affaiblira et avec elle, notre capacité à rester maître de notre destin. Nous commençons tout de suite avec Monsieur Robert Le Bourgeois pour le groupe du Rassemblement national. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Directeur Général, si le transport maritime a aujourd'hui un point commun avec la vie politique française, c'est bien celui de naviguer à vue. Faut-il le rappeler, en matière de commerce international, il y a eu en 2025 un avant et un après Liberation Day, lorsque le 2 avril, le président américain a annoncé la mise en place d'importants droits de douane, notamment vis-à-vis de l'Union européenne. Pour la France, cela s'est soldé par une véritable reddition commerciale négociée par la présidente de la Commission européenne, reddition qui permettra au moins de fixer l'ensemble des acteurs concernés sur leur sort. Et quel sort ? De 3% en moyenne auparavant, les droits de douane seront désormais fixés, vous l'avez vous-même rappelé, au mieux à 15%. Pourtant, au milieu de ce marasme, CMA-CGM, troisième armateur mondial, parvient à s'en sortir avec un chiffre d'affaires stable entre les 2 semestres 2024 et 2025, l'Amérique pesant relativement peu dans la part des importations et exportations mondiales. Cette situation favorise en tout cas une recomposition du commerce mondial face à laquelle la France d'Emmanuel Macron demeure spectatrice. L'ambition du Rassemblement national est de rétablir la France en tant que puissance industrielle exportatrice. Cette ambition va de pair avec une filière française de transport compétitive. Le programme du Rassemblement national et son versant sur l'économie bleue appellent d'ailleurs à développer les filières académiques, industrielles et professionnelles de tous les métiers liés à la mer. De même, le rapport d'enquête « Lever les freins à la réindustrialisation » de mon collègue Alexandre Loubet a formulé de nombreuses recommandations pour sauver notre industrie, au premier rang desquelles figure la simplification normative, la création d'outils à même de financer la réindustrialisation ou, et cela peut concerner votre secteur, la formation de personnel qualifié, je pense aux officiers de marine marchande. En ce qui concerne votre secteur, il s'agit donc de renouveler les flottes, vous l'avez évoqué, de garantir des immatriculations sous pavillon français, de moderniser les ports. Je souhaiterais donc que vous puissiez nous éclairer sur les freins à la compétitivité auxquels font face les armateurs français. Quels sont pour vous les leviers prioritaires à actionner pour faire de la France le leader maritime? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Le Bourgeois. Monsieur le Président. Dans vos propos, vous m'avez sollicité sur différents sujets, sur les États-Unis et sur la France. Je pense qu'aujourd'hui, CMA-CGM est un leader français du transport maritime. Nous occupons la 3e position mondiale et nous continuons à nous développer très fortement sur les différentes mers du globe. Pour continuer à être compétitifs, il nous faut pouvoir utiliser des outils navals qui sont compétitifs. Une grande partie des navires que nous déployons sur les différentes mers du globe sont construits en Chine et en Corée. Et cela continuera à se faire de cette manière-là parce que c'est là où le prix de construction est le moins élevé. La France joue un rôle majeur dans le transport maritime, ne serait-ce que par notre positionnement et le fait qu'on continue à nous développer. Nous avons un carnet de commandes de l'ordre de plus de 150 navires qui seront déployés entre aujourd'hui et fin 2029. Et ces 150 navires, une partie d'entre eux battront pavillon français. Sur la flotte de 650 bateaux que nous déployons sur les mers du globe, une partie est équipée d'officiers français et sont propulsés au gaz naturel liquéfié. Donc on va continuer, en ce qui nous concerne, à recruter des navigants français qui vont pouvoir commander nos navires. La difficulté que nous rencontrons sur ce sujet-là, c'est qu'on n'arrive pas à recruter suffisamment au vu du nombre de navires que nous déployons. Mais avec notre académie à Marseille-Tangram et les accords que nous avons avec l'école de la marine marchande, nous allons faire du mieux que nous pouvons pour continuer à pouvoir recruter un grand nombre
d'officiers français. Mais je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de tout ce qui est équipage, navire battant pavillon français, le groupe CMA-CGM se développe fortement. Merci, Monsieur le Président. Nous passons maintenant pour le groupe EPR à Madame Marie Lebec. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Sadé. Vous l'avez très bien dit dans votre propos liminaire, votre groupe c'est un acteur stratégique non seulement pour la France mais aussi pour l'économie européenne et mondiale, et je crois que vous avez souligné assez justement les points de tension auxquels est soumis actuellement le transport maritime. J'irai droit au but pour que vous ayez le temps de répondre. Je voulais vous interroger sur deux points. Peut-être d'abord sur le commerce international. On a des grands ports, le Havre, le port de Fos à Marseille, mais ils peinent encore à rivaliser avec Rotterdam, Anvers, Hambourg. Selon vous, quels sont les leviers prioritaires pour renforcer l'attractivité portuaire française et garantir que notre pays reste donc une porte d'entrée majeure en Europe? Par ailleurs, vous avez évoqué aussi la nécessité de s'appuyer sur des ports émergents. Selon vous, quelles sont les positions à prendre sur ces ports et quel rôle peut jouer votre entreprise? Peut-être enfin sur vos choix d'investissement et de financement. J'ai noté que vous aviez lancé en 2022 le fonds Pulse doté de 1,5 milliard d'euros, dont 200 millions consacrés à la décarbonation de la filière maritime. Vous avez également annoncé un partenariat de 100 millions d'euros avec Mistral AI. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette stratégie d'investissement, dire comment elle contribue à la compétitivité française et européenne dans un contexte de transition et de concurrence internationale accrue? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Le commerce mondial, franchement, aujourd'hui, il est difficile de s'y retrouver parce que ça part dans tous les sens. Et arriver à savoir ce qui va se passer dans un pays sur une période longue, très compliqué. Une fois qu'on a dit cela, le groupe CMA-CGM essaie de naviguer au mieux qu'il peut dans un monde qui est en plein bouleversement. Vous avez des pays qui se développent très fortement, vous avez des pays qui sont en régression, vous avez des crises multiples dans différentes places du monde, et cela a un impact sur le commerce mondial. Le canal de Suez, on ne peut plus l'emprunter comme avant. Plus de 15% du trafic mondial transité par le canal de Suez. Aujourd'hui, très peu de navires passent par Suez à cause des problèmes avec les Houthis. Vous avez une crise, une guerre entre l'Ukraine et la Russie, et le groupe CMA-CGM ne dessert plus ces secteurs-là. Donc aujourd'hui, on essaie de naviguer au mieux dans un monde qui est en pleine évolution, avec des tarifs qui sont imposés par les États-Unis sur énormément de pays. Du jour au lendemain, il faut qu'on change nos tarifications parce que les douanes nous imposent de nouvelles tarifications ou de nouveaux taux à appliquer à nos clients. Mais notre travail, c'est de s'adapter et c'est ce qu'on essaye de faire de notre mieux. Sur la question des ports français, on a tendance à peut-être regarder un peu trop le verre à moitié plein. Ça se passe bien dans les ports français. Le port du Havre se développe, le port de Fos se développe, le groupe CMA-CGM investit plus de 130 millions d'euros avec l'État aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Donc les ports français se développent. Peut-être pas assez vite par rapport aux autres ports européens, peut-être parce qu'il y a quelques années de cela, les ports français étaient souvent en grève et les clients ont hésité avant de revenir dans les ports français, mais aujourd'hui, la situation est sous contrôle et j'espère qu'elle continuera à l'être. Sur les pays émergents, l'objectif du groupe CMA-CGM, c'est de foncer dans ces pays qui se développent rapidement. Dans mon propos liminaire, je vous ai parlé de l'Inde qui se développe extrêmement vite, du Vietnam qui se développe vite, du Maroc qui se développe. On a même la Syrie qui est en train de se réouvrir. Le groupe CMA-CGM est présent en Syrie de par ses origines. Nous avons sécurisé la concession du port de Latakia et c'est des zones qui sont peut-être pas toujours très évidentes, mais l'attrait du groupe CMA-CGM, c'est d'avoir un réseau sur place suffisamment important qui nous permet de nous développer très rapidement. Donc l'objectif dans ces pays émergents, c'est de ne pas se poser trop de questions, mais de foncer. Sur notre fonds Pulse, son objectif, c'est d'aider à la décarbonation du secteur du transport maritime. Et pour ce faire, nous avons souhaité mettre à disposition un montant important d'1,5 milliard d'euros. 200 millions d'euros ont été donnés à la BPI, qui va financer également
des activités liées à la décarbonation du secteur du transport maritime français. Et puis ensuite, toute la partie intelligence artificielle. L'intelligence artificielle joue et jouera un rôle majeur dans le secteur du transport maritime. Et donc, la tech est stratégique, il faut qu'on continue à regarder. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe de la France Insoumise, Monsieur Mathias Tavel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le PDG. Dans une tribune que vous avez publiée dans un journal qui vous appartient, La Provence, c'est pratique, vous appelez à la concorde nationale. Je me permets de vous citer, nous devons retrouver l'esprit collectif, celui qui a permis à notre pays de surmonter les épreuves. Alors Monsieur Saadé, croyez-le ou non, mais je suis d'accord avec vous. Mais la concorde nationale ne se décrète pas, elle se construit. Et elle suppose notamment des principes simples, la démocratie, la justice fiscale, la primauté de l'intérêt général écologique, le patriotisme. Qu'en est-il de la démocratie quand vous rachetez à tour de bras des médias français, La Provence, La Tribune, RMC, BFM, menant même à la démission de 5 membres sur 6 du comité d'éthique de cette rédaction au moment du rachat, aujourd'hui brute. La concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires est-elle compatible avec une démocratie réelle ? Qu'en est-il de la justice fiscale quand, grâce au dispositif de la taxe au tonnage, sans aucun plafonnement, dont CMA-CGM est le principal bénéficiaire, vous avez échappé à 5 milliards d'euros d'impôts en 2023 ? Quand, grâce au régime mère-fille, les 5 milliards de dividendes de votre holding familial ont été imposés seulement à hauteur de 1,25% en 2022 ? Alors que dans le même temps, la Marine nationale ne compte évidemment pas ses dépenses ni ses missiles Aster pour défendre votre flotte et vos cargaisons. Vous dites vous-même souhaiter que la contribution exceptionnelle que vous avez été obligé de verser en 2025 reste exceptionnelle, mais Monsieur Saadé, la Concorde, ce n'est pas l'aumône et encore moins l'aumône exceptionnelle. Qu'en est-il du patriotisme quand CMA-CGM possède seulement 30 navires sous pavillon français, soit moins de 5% de votre flotte? Quand CMA-CGM commande l'essentiel de ses navires en Corée ou en Chine? Quand vous annoncez un investissement de 20 milliards de dollars sur 4 ans aux États-Unis, 4 milliards d'euros de plus que ce que vous avez investi en France ces dernières années, et en plus quand on sait que l'investissement en France porte beaucoup sur les médias. Quand vous annoncez encore ce matin la suppression de l'escale du port de Saint-Nazaire sur la route vers les Antilles, Saint-Nazaire dont je suis le député. Qu'en est-il enfin de la primauté de l'intérêt général écologique quand, il y a 10 jours encore, le président américain annonçait vouloir faire couler l'accord international sur la décarbonation du transport maritime qui vise la neutralité carbone pour les navires marchands en 2050 et que vous êtes vous-même allé le saluer dans son bureau, sitôt élu? Est-ce que vous allez dénoncer la volonté de M. Trump de torpiller cet accord? Et est-ce que vous allez revoir vos investissements aux États-Unis s'il maintient cette position? Merci, Monsieur le Président. Tout un programme, là. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous répondre du mieux que je peux. D'accord, donc je réponds à tout le monde dans ce cas-là. Je commence par la dernière question, celle de ma visite à la Maison-Blanche. Le groupe CMA-CGM investit aux États-Unis environ 3 à 4 milliards de dollars par an. Depuis de nombreuses années, nous sommes présents sur ce secteur-là, qui est un des plus grands marchés. 20% du chiffre d'affaires de CMA-CGM est réalisé aux États-Unis. Quand le président des États-Unis demande à me rencontrer pour parler de mes développements aux États-Unis, moi je considère que c'est une chance pour CMA-CGM et pour la France. Et donc j'ai été lui parler des investissements de CMA-CGM aux États-Unis parce que j'investis aux États-Unis depuis toujours et je continuerai à le faire parce que c'est un marché important, au même titre que j'investis en France et j'investis massivement. En France, on a investi plus de 14 milliards d'euros depuis ces dernières années. Donc on n'est pas en reste en France. Mais les États-Unis, comme la Chine, comme l'Inde, sont des grands marchés. Et CMA-CGM est un groupe de transport maritime international, global, et je vais où sont mes marchés. Concernant l'escale de Saint-Nazaire, sur le service qui n'escalera plus à Montoire, la difficulté que nous avons dans des services maritimes, c'est de garder des horaires. Et aujourd'hui, la déviation pour aller à Montoire est de 38 heures.
38 heures dans une rotation, c'est compliqué à tenir. Nous sommes obligés de brûler davantage de carburant et avec tous les efforts que nous essayons de faire pour essayer de réduire notre empreinte carbone, nous avons décidé, pour des raisons commerciales et opérationnelles, de ne pas maintenir cette escale. Surtout qu'à partir de l'année prochaine, nous déployons des navires de beaucoup plus grande capacité qui auront peut-être même du mal à rentrer dans le port de Montoire. Concernant les navires français, c'est vrai que nous déployons une flotte de 650 bateaux et qu'il nous faut davantage de bateaux battant pavillon français. Nous en avons 30, nous avons une centaine qui arrivent. Dans les 100 qui arrivent, on aura aussi des navires battant pavillon français, mais il nous faut de l'équipage. Si vous pouvez nous aider à former davantage de marins français pour qu'ils puissent venir travailler à bord de nos bateaux, on le fera. Je vous remercie et je crois qu'il restait 2 ou 3 points qu'évidemment vous pourrez compléter à la fin parce que nous sommes tenus par le temps. Je vous remercie d'avoir tenu ce temps. Pour le groupe socialiste, Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous êtes dirigeant d'un grand groupe français, mais aussi comme un acteur majeur d'un secteur qui structure nos échanges mondiaux. Le fret mondial est aujourd'hui profondément bouleversé par les rivalités commerciales au niveau international entre grandes puissances. Cette nouvelle donne est aussi accentuée par la persistance, voire l'aggravation d'une situation géopolitique et militaire tendue en Asie du Sud-Est avec pour clé de voûte Taïwan. Une nouvelle logique s'impose alors. Les droits de douane imposés par les États-Unis relancent la donne. La route de la soie portée depuis de nombreuses années par la Chine ou encore le corridor Inde, Moyen-Orient, Europe, auquel la France est partie prenante, sont autant d'éléments à intégrer dans notre réflexion aujourd'hui. Dans ce contexte de recomposition des chaînes d'approvisionnement mondiales, quelle est la stratégie de CMA-CGM pour prendre toute sa place dans cette nouvelle architecture logistique ? Selon vous, quelle devrait être celle des 26, compte tenu des enjeux de souveraineté, de protectionnisme évidents pour l'Europe, pour l'Union européenne ? Face aux stratégies de dumping fragilisant notre flotte, parfois même au sein de l'Union européenne, on pense à l'Italie ou à la Grèce, comment envisagez-vous l'avenir proche ? Sur la question plus de vertu de votre activité, comment comptez-vous engager la décarbonation de votre activité ? Il y a aujourd'hui des solutions qui vous sont proposées. Quel regard portez-vous là-dessus ? Et je voulais revenir sur la déclaration du PDG de Mistral hier soir. Est-ce que, comme lui, vous pensez qu'il y a un chemin pour réconcilier justice fiscale, innovation et compétitivité, et quel serait votre chemin ? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci pour votre question. Comme j'ai dû le dire à plusieurs reprises, une des clés de la réussite des compagnies maritimes et des compagnies de logistique, c'est l'adaptabilité dans un monde qui bouge très vite, où les flux ont énormément changé. Pour vous donner quelques exemples, le grand fournisseur de produits des États-Unis était la Chine. Aujourd'hui, les volumes au départ de Chine à destination des États-Unis ont baissé de plus de 10%, ce qui a un impact important. Et les pays qui se sont positionnés pour essayer de prendre la place de la Chine sont les pays d'Asie du Sud-Est, comme vous le disiez vous-même, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Le groupe CMA-CGM, ce qui fait sa force, c'est qu'on est un groupe de transport maritime et logistique. Donc, c'est deux activités qui sont complémentaires et qui nous permettent de pouvoir sécuriser des contrats avec des clients qui sont intéressés par la combinaison des deux, transport maritime et logistique. Sur les sujets de décarbonation, j'ai pris l'engagement d'être carbone zéro en 2050. Nous sommes aujourd'hui en 2025 et si je suis honnête avec vous, je me demande comment on va faire pour y arriver, surtout quand les États-Unis décident de sortir des accords de Paris. Donc il va falloir qu'à un moment donné, peut-être la France, peut-être l'Europe et le reste du monde décident de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir continuer à aller vers cet objectif d'être carbone zéro 2050. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que les pouvoirs publics et les entreprises travaillent main dans la main parce qu'on ne peut pas, nous, entreprises de transport maritime, être les seuls
à trouver la solution. Donc moi, je suis très ouvert à en discuter et la France a un rôle important à jouer. Je connais le président de Mistral et il a raison dans ce qu'il dit. Je pense qu'il faut laisser personne sur le chemin. Et tout ce qu'on peut essayer de faire pour avancer ensemble, travailler ensemble, et je pense que le groupe CMA-CGM fait de son mieux à ce niveau-là. La fondation d'entreprise CMA-CGM vient en aide aux plus démunis à Marseille, en France et ailleurs dans le monde. Nous avons les formations que nous mettons à disposition de nos collaborateurs. Les formations se réalisent à Marseille et elles sont offertes à tous nos collaborateurs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Jérôme Nury. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, quand on regarde l'évolution de votre groupe, soit on est fasciné, soit on a le tournis. Les achats, les fusions, les acquisitions se succèdent à vitesse grand V depuis 7-8 ans, donnant l'impression que rien ne vous résiste et que le chéquier peut être rapidement dégainé par des millions, voire des milliards d'euros, afin de faire grossir CMA-CGM. Je suis également effaré par les bénéfices dégagés par votre groupe lors des dernières années, plus de 48 milliards d'euros en 4 ans. Ces bénéfices, vous nous indiquez dans votre propos que vous souhaitez les utiliser avec une approche citoyenne, patriotique et quasi désintéressée. Sans remettre en cause votre sincérité, je suis désolé de ne pas vous voir en philanthrope. Car nous parler d'investissement d'Air France par patriotisme économique, c'est oublier que cette société est en train de rebondir et devrait rapidement vous verser des dividendes. Nous parler de gestes humanitaires en assurant le transport des masques pendant le Covid, c'est oublier, je suppose, que cela n'a pas été fait gratuitement. Investir dans les médias pour assurer la vitalité démocratique et le pluralisme, n'est-ce pas surtout vouloir orienter et manipuler l'information donnée à nos concitoyens ? Pour toutes ces raisons, je pense que vous êtes un excellent businessman. Et ce n'est pas une honte. Mais vous n'êtes pas Mère Teresa comme vous voulez nous le laisser croire. Donc pas de cynisme et pas d'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que d'abord, malgré les bénéfices records, vous n'employez qu'à peine moins de 6 000 salariés en France pour 155 000 dans le monde. On ne peut donc pas vraiment dire que vous êtes un pourvoyeur d'emplois important dans notre pays. Ensuite, dès que le groupe traverse une difficulté, c'est l'État français qui est obligé de venir à votre rescousse avec l'argent du contribuable, comme en 2020, où vous bénéficiez d'un PGE d'1 milliard d'euros que vous avez remboursé. Et enfin, en parlant de contribuables, on ne peut pas dire que votre groupe est étouffé par l'impôt grâce à un système étonnamment généreux malgré vos bénéfices records, basé sur une niche fiscale réservée aux armateurs qui permet une imposition au tonnage et au volume transporté et non aux bénéfices. Entendons-nous bien que votre groupe gagne de l'argent, c'est normal et c'est positif, on ne peut que s'en réjouir et vous en féliciter et féliciter l'ensemble de vos équipes. Mais à l'heure où nous nous interrogeons tous sur la juste contribution à apporter à notre pays pour le redresser, le relever, on a le sentiment que CMA-CGM ne prend pas sa juste part. Pour toutes ces raisons, comment comptez-vous apporter votre pierre au redressement de notre pays, au-delà de l'obol que vous consentez de 500 millions d'euros sur les 48 milliards d'euros de bénéfices ? Une remise en cause de la niche fiscale armateur serait-elle une catastrophe pour CMA-CGM ? Et la mise en place de la taxe Zuckman serait-elle de nature à vous faire fuir notre pays ? Merci, Monsieur Nury. Monsieur le Président. Merci pour votre question. Je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Je n'ai pas vocation à être Mère Teresa et je ne pense pas à l'être. Mais quand on fait des affaires, on essaie de les faire bien. Et l'objectif dans les affaires, c'est aussi de les développer. Le groupe CMA-CGM, dans toutes les opérations de croissance externe qu'elle a réalisées, a ramené en France et à Marseille le siège des sociétés qu'elle a achetées. Seva Logistique, société de logistique basée en Suisse, dont le siège était en Suisse. Aujourd'hui, il est à Marseille. On a plus de 500 personnes à Marseille qui gèrent l'activité de Seva alors que le siège était ailleurs. La holding familiale de ma famille était au Liban. Depuis 2 ans, elle est en France. Donc au niveau patriotisme, je pense qu'on en fait pas mal. On peut certainement faire plus, mais on fait déjà pas mal. Chaque société qu'on a achetée, et quand cela est possible, on a ramené le siège en France. Donc qu'on ne vienne pas me dire que je ne fais pas. On fait certainement, peut-être pas assez, mais on fait. On a plus de 20 000 collaborateurs en France et pas 6 000. Pour un groupe de 160 000 collaborateurs, avoir autant en France, si je regarde mes concurrents, il n'y en a pas beaucoup qui ont autant de personnel en France. Mais on le fait parce que j'aime mon pays et le groupe aime son pays. Et on continuera à le faire. Au niveau d'Air France-KLM,
Vous avez raison, c'est une super société. C'est pour ça que j'ai investi dedans. Mais pour l'instant, j'ai touché 0. Alors peut-être que ça viendra un jour et je vous appellerai le jour où ça arrive. Mais pour l'instant, on a mis beaucoup d'argent sur la table et je n'ai pas vu grand-chose. Mais je le fais parce qu'il y a un intérêt aussi commercial à travailler avec Air France KLM. On a essayé, ça n'a pas marché, on a arrêté, mais on est resté actionnaire. Pour la taxe Zuckman, je pense qu'en France, on est quand même les champions du monde des taxes. Donc si on veut encore taxer, on va moins investir, on va moins se développer et on aura des difficultés à continuer à avancer. Sur les médias est un secteur très sinistré, en crise. Si des personnes comme le groupe CMA-CGM n'investissent pas dans les médias, que vont devenir nos médias? Aujourd'hui, les médias, on les gère avec une ligne éditoriale totalement indépendante. Oui, on investit, mais on investit de manière organisée et structurée. Le groupe CMA-CGM, c'est 3 pôles, le transport maritime, la logistique et les médias. Et on essaie d'investir dans ces 3 pôles. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Merci. Charles Fournier. Alors, très content de passer après Jérôme Nury, parce que finalement, il a dit beaucoup de choses que j'aurais voulu dire. Peut-être qu'une nouvelle majorité se construit là, je ne sais pas, c'est à regarder. Vous avez dit dans une tribune, et ça a été rappelé, que l'enjeu était de trouver une concorde nationale, et vous avez redit aujourd'hui que les entreprises n'étaient pas des adversaires, mais des partenaires de la nation. Moi, je peux vous rejoindre là-dessus. D'ailleurs, j'ai engagé un tour de France, j'étais à la rencontre des chefs d'entreprise. Je suis venu vous rencontrer, pas vous, mais vous n'étiez pas là, mais il y avait notamment votre sœur. Et vous avez aussi dit qu'à chacun sa part de responsabilité. Vous avez même dit tout à l'heure, d'ailleurs, que peut-être vous n'en faisiez pas assez. Je serais assez curieux de savoir ce que vous pensez que vous pourriez faire en plus. Ce serait une première question. Je crois justement que votre responsabilité, elle est grande. Elle est grande dans un moment de tension et de sentiment d'injustice fiscale, et elle est grande aussi dans un moment de sentiment d'injustice écologique, et j'y reviendrai. Les bénéfices de votre groupe, ça a été rappelé par plusieurs orateurs, ont été exceptionnels, et particulièrement pendant la crise du Covid. Vous avez vous-même d'ailleurs bénéficié d'un appui de l'État, puisque vous avez touché à peu près 1 milliard de PGE, vous avez touché d'autres aides qui ont permis à votre entreprise aussi, dans ce moment-là, d'engranger des résultats exceptionnels. Vous défendez becs et ongles la taxation spéciale au tonnage qui vous permet de dégager ces bénéfices. Et vous avez même dit lors d'une audition au Sénat qu'il était temps de passer à autre chose, que vous en aviez marre de vous expliquer là-dessus. Je vais vous dire, dans ce moment-là, vous allez devoir encore, je pense, vous expliquer là-dessus. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous seriez prêt à infléchir, parce que la seule rhétorique de la concurrence ne suffit pas, à mon avis, à justifier ce décalage. Vous dites aussi que votre entreprise se diversifie, et c'est vrai, très largement, et même de manière fulgurante. Non seulement dans la logistique, de la fabrication jusqu'à la livraison, vous engagez dans tous les domaines, mais aussi dans les médias. Et moi, une des questions que j'ai envie de vous poser, est-ce que Brut pourra demain titrer, comme ils l'ont fait en 2019, voilà l'impact du transport maritime sur l'environnement? Des résultats exceptionnels qui vous ont amené à investir 20 milliards d'euros aux États-Unis, ça a été rappelé, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'aimerais savoir, parce que vous l'avez dit aussi dans votre tribune, il faut jouer collectif. Et de quelle manière vous envisagez de jouer plus collectif d'un point de vue fiscal? Du point de vue de la justice écologique, vous savez que le secteur que vous représentez pèse très lourd. Il pèse très lourd, et que si on devait le classer, s'il était un pays, il serait dans les 10 pays les plus émetteurs à l'échelle internationale. Vous savez aussi qu'il produit des morts, puisque vos bateaux émettent des particules fines, et qu'on chiffre à 50 à 60 000 morts. Vous savez aussi que le GNL n'est pas la solution. Et d'ailleurs, ça représente à peine 10%, je crois, c'est dans votre rapport que j'ai trouvé ça, de votre flotte. Ce n'est pas une révolution. Le reste continue d'être avec des carburants fossiles. Et je rappelle que le GNL est un carburant fossile. Il est moins polluant, mais ce n'est absolument pas satisfaisant. Et là, nous léguons une dette écologique absolument colossale. Et là-dessus, on entend quand même assez peu de commentaires sur cette dette. Et pour terminer, je voudrais vous savoir, si vous considérez que vous assumez votre responsabilité, c'est ce qu'on a entendu depuis ce matin, alors qui doit assumer la sienne? J'aimerais bien le savoir. Merci, Monsieur Fournier. Monsieur le Président. Pour aller droit au but, le PGE, on l'a demandé en juin 2020, on a encaissé 1 milliard, on l'a remboursé en décembre 2020. Au début du Covid, on ne savait pas ce qui allait se passer. L'État a répondu présent, on a remboursé 6 mois après. Concernant l'écologie, le transport maritime n'est pas une industrie polluante. Il y a d'autres industries qui polluent beaucoup plus que la nôtre.
dire que le GNL, c'est pas bien, c'est peut-être pas assez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose d'autre. Donc si vous avez des idées, je serais ravi d'en parler avec vous. Mais aujourd'hui, le GNL nous permet de réduire nos émissions de CO2 de 20%. Si on veut aller vers d'autres énergies comme le méthanol, l'hydrogène, voire même le nucléaire, aujourd'hui, le produit n'est pas disponible et il coûte une fortune. Donc on fait avec ce qu'on a et c'est déjà pas mal. Donc certainement qu'il faut qu'on fasse davantage sur l'écologie. Et vous avez raison de m'alerter là-dessus. Mais on est un peu freiné, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est des investissements colossaux qu'on fait. On a investi 18 milliards dans la décarbonation de notre flotte. Alors peut-être que 100 navires sur 650, ce n'est pas beaucoup, mais ça pèse 18 milliards de dollars. Et quand vous dites, vous diversifiez énormément, c'est vrai, on paye très peu de dividendes. Et on veut réinvestir et réinjecter nos résultats dans l'activité principale du groupe, qui est le transport maritime, qui est la logistique, et de manière beaucoup plus marginale dans les médias. Sur quoi faire de plus, on est évidemment à l'écoute, mais je suis une entreprise, CMA CGM est une entreprise qui a une concurrence très féroce à l'international. Et même si je comprends que ce n'est pas votre sujet, c'est le mien. Et si je veux garder une entreprise qui est profitable, qui gagne de l'argent, qui investit en France, qui se développe et qui grandit, il faut qu'on soit logé à la même enseigne que nos concurrents. Et il est difficile que CMA CGM ait un traitement différent de mes concurrents étrangers. Si la concurrence ou cette taxe ou ce régime de taxe au tonnage avait à être modifié, dans ce cas-là, j'appliquerai les nouvelles règles. Mais aujourd'hui, CMA CGM, pour garder sa souveraineté, ne peut pas être traité différemment. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe démocrate, Monsieur Pascal Lecamp. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Rodolphe Sadé, chers collègues. Le groupe démocrate, en ce qui nous concerne, on saluera toujours et on soutiendra toujours résolument la capacité des fleurons français à rayonner à l'international, sur laquelle vous avez parlé tout à l'heure de réussite entrepreneuriale française. Et votre entreprise en est un exemple emblématique, profondément ancré à Marseille, vous l'avez rappelé, dans notre économie nationale, et bien sûr dans l'économie mondiale, comme leader du transport maritime. Le parcours de CMA CGM est toutefois impressionnant. Il y a une quinzaine d'années, l'entreprise était au bord de la faillite, vous l'avez rappelé, et a pu être sauvée notamment grâce au soutien, et je tiens à le rappeler, de la BPI, qui à l'époque a pris une partie de votre capital. Puis la période post-Covid a été marquée par des bénéfices exceptionnels. Vous avez pris le PGAM, vous ne saviez pas que ça profiterait autant à ce secteur d'activité sans doute, et donc vous avez remboursé rapidement. J'ai deux petites questions, puis une question subsidiaire qui est venue après ce que vous nous avez dit. Alors que le pays doit faire face à une dette publique très élevée, pensez-vous légitime que des entreprises qui ont bénéficié d'un soutien public décisif par le passé, au moment de la faillite, et plus récemment par le secteur d'activité qui finalement a profité d'une certaine manière de l'activité qui s'est créée par le Covid, que ces entreprises participent directement ou indirectement à l'effort collectif de redressement des finances publiques. Vous avez parlé des 500 millions qui représentent 3% finalement des contributions exceptionnelles, mais vous avez dit qu'il faut que ça reste exceptionnel. Est-ce qu'il n'est pas essentiel que ces entreprises puissent aider à garantir notre souveraineté et à préparer l'avenir en participant à cet effort de solidarité? Par ailleurs, vos récents investissements sont orientés vers les secteurs des médias. Ça a été rappelé, BFM, RSC, La Tribune. Moins de 5%, vous dites, de vos investissements, bruts plus récemment. Alors que votre cœur de métier se situe toutefois dans le transport et la logistique, ça a été rappelé, numéro 3, numéro 4. Votre actionnaire turc, Robert Yüksel Yildirim, que j'ai rencontré plusieurs fois quand je travaillais à Istanbul, qui détient 24% aujourd'hui de CMA CGM, a ainsi, par exemple, lui choisi, mais c'est historique, d'investir dans les infrastructures portuaires, puisqu'il possède, je crois, des participations dans une vingtaine de ports dans le monde. Pouvez-vous nous expliquer la vision stratégique qui sous-tend ces choix ? Je parle de choix des médias. En quoi ces acquisitions dans les médias s'inscrivent dans le projet global que vous portez pour CMA CGM sur le moyen et le long terme ? Enfin, une question subsidiaire par rapport à vos chiffres. J'ai appris dans la discussion, là, 30 bateaux de pavillon français. Si vous pouviez, si vous avez le personnel dans les 150 nouveaux, peut-être que vous en mettriez 50 ou 60. Aujourd'hui, quel est le pavillon qui est le plus utilisé par CMA CGM ? Merci, je vous remercie. Merci, Monsieur Lecamp. Monsieur le Président.
Merci pour vos questions. Je commence par la BPI. La BPI a investi 150 millions d'euros au capital de CMA-CGM. Ils ont récupéré déjà 500 millions d'euros. Ils ont investi 150, ils ont récupéré 500. Sympa l'investissement. Donc il y a pire. Concernant les médias, il est très content, M. Dufour. Concernant les médias, c'est un secteur qui est sinistré et l'objectif, c'est, en tant qu'entrepreneur, je me suis intéressé à ce secteur-là parce que je pense qu'un groupe comme le nôtre, qui souhaite veiller à ce que la pluralité, la nuance des médias en France perdure, j'ai souhaité participer à cet effort-là. C'est des groupes qui aujourd'hui sont en développement. Le groupe CMA-CGM les aide à se développer, à grandir. Et à partir de là, je pense que ce secteur des médias pourra continuer à se développer. Je suis assez confiant et on a une très bonne équipe qui pilote ce pôle média. Sur les navires battant pavillon français, vous vous demandez pourquoi 30 sur 650. Aujourd'hui, équiper un navire avec des marins français ou des officiers français coûte le double d'équiper avec des marins internationaux ou des officiers internationaux. Donc il y a un sujet de coût. C'est pour ça qu'on n'en fait pas plus. Et c'est déjà 30, c'est déjà énorme. Mais j'encourage, et on va le faire. On va faire davantage de navires qui seront équipés avec des navigants français. Mais il y a aussi un sujet de coût. Le premier pavillon, on a toutes sortes de pavillons. On a des pavillons maltais, on a des pavillons allemands, on a des pavillons, toutes sortes de nationalités. Il n'y a pas de spécificité, mais la difficulté qu'on a, pourquoi on n'a pas davantage de navires battant pavillon français, c'est aussi un sujet, et c'est surtout un sujet de coût. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thomas Lam. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Directeur Général, je tenais d'abord à vous remercier pour votre présence aujourd'hui devant notre commission. Votre groupe, acteur mondial du transport maritime et de la logistique mondiale, est un fleuron français, une entreprise familiale devenue un géant mondial dont nous sommes fiers, en tout cas chez Horizon et Indépendants. Vous jouez un rôle déterminant tant pour notre économie nationale que pour le développement de nos territoires. Votre action engage notre souveraineté, notre économie et notre environnement. Chez Horizon et Indépendants, nous défendons la stabilité sociale et fiscale pour nos entreprises afin qu'elles puissent se développer. J'ai porté pour le groupe le combat pour ne pas baisser le seuil de franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs. Ce qui vaut pour nos indépendants est également valable pour nos PME et nos ETI. On ne change pas les règles du jeu à la mi-temps du match. Les entreprises ont besoin de visibilité pour investir, employer et grandir. C'est dans ce sens que je voudrais m'exprimer sur un sujet qui a été évoqué par certains de mes collègues, à savoir la suppression de la taxe au tonnage. 22 pays de l'Union européenne sur 26 y sont soumis, ainsi que 86% de la flotte mondiale. Donc ce n'est pas une niche fiscale 100% française, mais bien un standard international de taxation du transport maritime. Le maintien de ce régime fiscal me semble indispensable, nous semble indispensable chez Horizon Indépendant, tant l'industrie maritime revêt une importance stratégique majeure, à la fois sur le plan économique et géopolitique pour notre pays. Changer cette règle mettrait évidemment en péril notre industrie maritime face à la concurrence internationale. Je voulais vous interroger sur d'autres points. Vous avez investi plusieurs milliards d'euros aux États-Unis, mais avez-vous des projets d'investissement en France? Que représente la France pour le groupe CMA-CGM? Votre principal concurrent, le Suisse MSC, a récemment fait ce que certains ont appelé le deal du siècle dans le domaine portuaire. Le rachat en une fois de 43 terminaux portuaires à travers le monde, dont ceux du canal du Panama et certains terminaux en Europe. Cette opération se fait notamment avec le fonds de pension américain BlackRock. Doit-on craindre pour la souveraineté des ports européens? Vous étiez-vous positionné sur ce rachat? Je vous remercie. Merci, Monsieur Lam. Monsieur le Président. Merci pour vos questions. Concernant les terminaux, les 43 terminaux, nous nous sommes positionnés sur 2 des 43. Au départ, le vendeur souhaitait céder
les 2 terminaux du Panama. Et nous nous sommes positionnés sur les 2 terminaux du Panama. Et au cours d'un week-end, ils ont changé d'avis et décidé de mettre les 43 à la vente. Pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que le deal est loin d'être fait. C'est un deal où la géopolitique est omniprésente, où la Chine n'accepte pas que ces 43 terminaux soient vendus à un fonds américain et demande maintenant à ce qu'il y ait une entreprise chinoise qui soit aussi dans le tour de table. Donc le sujet est loin d'être réglé au niveau de l'actionnariat. Et puis deuxièmement, comme vous le dites, pour les compagnies maritimes et de manière générale pour les pays, avoir une société qui détient autant de terminaux, ça fait froid dans le dos. Et donc je pense qu'à un moment donné, les autorités de concurrence devraient regarder quels sont les impacts d'être en situation de monopole dans certains de ces ports. Mais ce n'est pas à moi à faire ce travail-là. Sur la France, vous avez raison. Sur la France, on a investi 14 milliards de dollars en France, dont 9 milliards et demi dans des acquisitions stratégiques. Nous investissons dans l'aérien. Nous avons acheté des Airbus A350 qui seront opérés à partir de 2027. Donc nous investissons massivement en France, dans des entrepôts, dans une flotte d'avions cargo. Nous sommes très présents en France. Bien, merci Monsieur le Président. Pour le groupe GDR, Monsieur Julien Brugerolles. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Saadé, je voudrais revenir sur 2 points. Le premier, bien sûr, c'est le bénéfice par votre groupe du régime de la taxe au tonnage qui représente un avantage fiscal considérable. Vous avez été auditionné, notamment par mon collègue Fabien Gay au Sénat dans le cadre de la commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises. Vous êtes revenu largement sur les raisons pour lesquelles cette taxe au tonnage serait indispensable. J'aimerais que dans cette commission des affaires économiques, vous puissiez à nouveau nous préciser le montant réel d'allègement fiscal dont bénéficie votre groupe chaque année au titre de cette taxe au tonnage. Vous comprendrez qu'à l'heure, ça a été dit tout à l'heure par mes collègues, à l'heure où la pression budgétaire est extrêmement importante, le contribuable français s'interroge sur l'intérêt de continuer à financer ce dispositif alors que votre entreprise réalise des bénéfices exceptionnels. J'ai noté 5,71 milliards de dollars en 2024. Je ne reviendrai pas sur les années précédentes et notamment sur l'explosion des records en 2022. Donc je voulais avoir votre position sur l'intérêt pour le contribuable de maintenir cette taxe au tonnage. Vous avez parlé tout à l'heure d'un effort exceptionnel de 500 millions d'euros au titre de la contribution exceptionnelle de votre groupe sur le budget 2025. Moi, je dirais que le contribuable français réalise un effort exceptionnel en direction de votre groupe à travers ce dispositif de niche fiscale. Le deuxième point, ça a été abordé tout à l'heure par plusieurs collègues, mais je voudrais revenir dessus, c'est la question de votre acquisition de Brut Média qui soulève quand même beaucoup de questions sur les liens entre un grand acteur du transport maritime que vous êtes et un média d'information qui précisément traite le plus souvent, très souvent, des questions environnementales et de commerce international. Ma question est simple, comment éviter tout conflit d'intérêts quand ces sujets touchent directement à votre activité? Je vous remercie. Monsieur le député, donc les chiffres qu'on a effectivement donnés à la commission d'enquête du Sénat étaient que le bénéfice qui tient au fait que nous n'acquittons pas l'impôt sur les sociétés sur une partie du chiffre d'affaires du shipping, mais nous acquittons la taxe au tonnage. Quand vous regardez le résultat du groupe en 2023, le bénéfice pour le groupe a été de 583 millions. Et quand vous regardez le résultat de 2024, qui a été significativement plus important, c'était 1,4 milliard. Donc ça, ce sont les toutes dernières années ont été effectivement des années où les résultats de l'entreprise ont été très importants. Si vous regardez sur une période de temps plus longue, en moyenne, sur 20 ans, c'est moins de 100 millions par an, ce bénéfice. Si vous regardez de 2010 à 2020, sur 10 ans, c'était moins de 50 millions par an. Donc on a une vue qui est impressionnée, je dirais, par les toutes dernières années, mais qui, dans l'histoire des résultats du groupe, ont été 4 années totalement exceptionnelles. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous souhaitez reprendre la parole? Oui, peut-être pour dire 2 mots, comme le disait Ramon Fernandez, la taxe au tonnage ne s'applique qu'au domaine du transport maritime. Le groupe CMA-CGM
60% de son chiffre d'affaires, c'est du transport maritime. Le reste, c'est de la logistique, c'est des terminaux, c'est des métiers qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc il y a uniquement une partie, certes importante, puisqu'il s'agit de 60%, mais pas la totalité du résultat du groupe CMA-CGM est soumis à la taxe au tonnage, mais uniquement le transport maritime. Il me semble qu'il y avait une question sur le média brut. Absolument. Je trouve que le groupe CMA-CGM travaille avec Brut depuis de nombreuses années et nous sommes impressionnés par ce qu'ils font. Et nous souhaitons leur donner les moyens de continuer à se développer de manière indépendante. Il faut qu'ils continuent à travailler avec d'autres groupes et ils auront une indépendance éditoriale. C'est ce qu'on essaie de faire dans tous nos médias et vous pouvez voir dans la Tribune Dimanche, La Provence, Corse Matin et autres, la rédaction est indépendante. Et donc je souhaite vivement que Brut continue à se développer, bénéficiant du support pour son développement du groupe et pour le reste, c'est à eux de faire en sorte de se développer indépendamment de nous. Merci. Alors nous passons maintenant aux interventions de chaque collègue. 10 collègues se sont inscrits pour intervenir, donc 1 minute maximum et 1 minute, oui. C'est les règles que nous nous sommes fixées en bureau de la commission et vous n'avez qu'1 minute maximum pour répondre. Mais bien sûr, vous pourrez compléter comme vous le souhaitez à la fin de cette série de questions. Nous commençons tout de suite par ma collègue, Madame Olivia Grégoire. Bonjour Monsieur le Président, j'irai vite afin de vous poser 3 questions. Auriez-vous l'obligeance de nous rappeler en quelques chiffres, de nous résumer la réalité de la contribution de CMA-CGM à l'écosystème français en matière d'ancrage territorial, en matière de compétitivité, au plan économique et social. Et j'aimerais aussi savoir si, au point de vue social, en termes de masse salariale, vous avez développé des dispositifs de partage de la valeur, notamment d'intéressement ou de participation ces dernières années. Deuxièmement, Monsieur Fernandez, vous avez rappelé il y a quelques instants que la trajectoire du groupe CMA-CGM devait être un peu élargie et qu'on ne pouvait quand même pas considérer que les dernières années en matière de très bons résultats. Auriez-vous l'obligeance de nous donner un peu de perspective sur les années passées et notamment les années déficitaires ? Sur la tribune qui a été mentionnée par un collègue du 10 septembre dans la Provence, je ne vous demande pas, Monsieur le Président, ce que vous avez à dire à l'État. J'entends que vous devez beaucoup vous justifier ce matin et ça n'est pas l'esprit de ma question. Qu'avez-vous, vous, envie de dire aux entrepreneurs de France ? Je vous remercie. Merci Madame Grégoire. Monsieur le Président. Madame la députée, donc sur les... En fait, quand on regarde tout au long des années, j'ai un tableau sous les yeux qui commence en 2003. Et j'ai une colonne qui porte sur l'intérêt relatif d'être à la taxe au tonnage plutôt qu'à l'impôt sur les sociétés. Et en fait, j'ai une très très longue série, en réalité, où l'effet a été totalement nul jusqu'à 2019, où cet effet commence, même 2020, 400 millions. C'est quasiment rien, en fait, jusque-là. Donc, sur toutes ces années dans lesquelles il y a eu énormément d'investissements et pendant lesquelles les résultats du groupe, en réalité, ils oscillaient autour de, je parle sous le contrôle du président Saadé, mais enfin, autour de 500 millions. Quand il y avait 500 millions de résultats, c'était vraiment une très, très bonne année. Donc, en fait, il n'y a eu aucun bénéfice pendant toutes ces années. Encore une fois, le bénéfice de ce régime, qui est un régime quasi mondial, je crois qu'on l'a bien dit, il est non seulement européen, mais la taxe au tonnage, ça existe à Singapour, ça existe aux États-Unis, ça existe partout dans le monde, en réalité. Et quand ça n'existe pas, il y a autre chose à la place qui fait la même chose. Donc en fait, c'est un régime mondial. Je vous remercie, Monsieur le Directeur. Je vous propose de laisser plutôt à la fin le complément sur la question sur le partage de la valeur ajoutée et la tribune et donc ce qu'il y a à dire pour les entrepreneurs. Je passe maintenant à Monsieur René Pilato pour la France Insoumise. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le PDG Saadé, via CMA-CGM Média, vous êtes propriétaire des journaux La Provence, Corse Matin, La Tribune Dimanche et en juillet 2024, c'est Altis Média qui tombe dans votre escarcelle. Avec BFM TV et RMC, cela fait de vous le propriétaire de plusieurs médias français importants. À l'heure d'une concentration médiatique où 9 milliardaires détiennent 90% des médias qui, eux, produisent une information formatée et triée en faveur de la pensée dominante néolibérale, vous venez de conquérir le média alternatif Brut, un média social prisé par les jeunes générations. Or, quand tout le monde pense la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien. Monsieur Saadé, ne pensez-vous pas qu'il faudrait plutôt une grande loi de séparation des entreprises et des médias
et ce, afin de préserver une diversité de pensée, source de richesse intellectuelle et d'émancipation. Je vous remercie. Je pars du principe que les investissements qui sont réalisés dans les médias, c'est des investissements que je réalise en tant qu'entrepreneur. Donc quand j'investis dans la presse, dans l'audiovisuel, je le regarde aussi en tant qu'entrepreneur. Une fois qu'on a dit ça, les journaux et les chaînes de télévision qu'on a rachetées ont une indépendance. C'est des journaux qui sont nuancés, qui offrent le pluralisme et qui offrent la nuance. Je ne m'immisce pas dans la ligne éditoriale de ces journaux qui ont leur propre trajectoire, leur propre chemin. Par contre, ils ont eu besoin, dans leur histoire, de quelqu'un qui est venu leur donner suffisamment pour pouvoir continuer à avancer. Parce que si des investisseurs comme le groupe CMA-CGM ne viennent pas, ces médias, malheureusement, aujourd'hui, tombent. Donc nous, tout ce qu'on fait en tant qu'entrepreneurs, ou ce que le groupe CMA-CGM fait, c'est leur donner cette bouffée d'oxygène pour leur permettre de continuer à avancer. Et on ne leur demande pas de dire blanc ou de dire noir, ça c'est eux qui gèrent. Mais si nous, en tant qu'entrepreneurs, et je ne suis pas le seul, vous avez d'autres grands entrepreneurs français, je ne suis pas là pour parler de leur ligne éditoriale, mais je dis qu'ils viennent aider ces médias, parce que c'est vrai que le monde des médias est en crise, qu'ils ont besoin d'avoir les moyens de pouvoir continuer à avancer dans un monde qui est complètement transformé, et c'est le but de notre démarche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Tavernier. Merci Madame la Présidente. Monsieur Sadé, mes collègues l'ont rappelé, le 10 septembre, jour de mobilisation, dans votre journal, vous appeliez, je cite, à la concorde nationale. Je rejoins ce souhait. Mais Monsieur Sadé, je vous le demande, pensez-vous sincèrement qu'un esprit de concorde puisse naître sans correction des injustices fiscales dont vous et votre groupe êtes un étendard? Malgré des milliards d'euros de bénéfices, le taux effectif d'imposition de votre entreprise n'est que de 2%. Si CMA-CGM paye peu d'impôts, elle paie en revanche grassement ses actionnaires, par exemple votre holding familial, pour 5 milliards d'euros de dividendes entre 2021 et 2023. Un pactole imposé à seulement 1,25%. Pensez-vous vraiment qu'un esprit de concorde puisse naître quand une multinationale et son propriétaire paient proportionnellement moins d'impôts qu'un boulanger de quartier? Monsieur Saladé, nous allons prochainement examiner le budget. On nous appelle à la responsabilité. Quels efforts, vous et votre groupe, êtes-vous prêts à accepter pour contribuer au redressement des comptes publics? Je vous remercie. Merci, Monsieur Tavernier. Monsieur le Président. Comme on l'a expliqué, Ramon Fernandez et moi-même, sur cette taxe au tonnage, c'est un régime international qui s'applique partout. Tous mes concurrents en bénéficient. Et si on avait à remettre en question cette taxe au tonnage, on mettrait CMA-CGM en situation de désavantage. CMA-CGM comprend les difficultés. Je comprends à titre personnel les difficultés et ce que vous me dites. Mais je ne peux pas répondre, moi, en tant que CMA-CGM, à toutes les difficultés que rencontre la France. Ce qu'on essaie de faire, parce qu'on comprend et on essaie d'aider, parce qu'on est aussi comme vous tous, ce qu'on essaie de faire, c'est l'action de la Fondation, des entrepôts solidaires. Il y en a un qui a ouvert à Marseille, il y en a 5 qui sont en préparation dans le reste de la France. On a 20 000 collaborateurs qui travaillent à Marseille. La holding familiale est en France et paye ses impôts en France alors qu'elle était au Liban et paye ses impôts au Liban. On a décidé de la ramener. On a décidé de ramener le siège de différentes sociétés qu'on a acquis à Marseille ou en France de manière générale. C'est notre manière aussi de dire on contribue, on essaie de faire de notre mieux. Les investissements patriotiques dans Air France KLM, dans Eutelsat font partie de tous ces sujets-là. Je ne vois pas qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus. Merci, Monsieur le Président. Thierry Benoît. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président directeur général, Monsieur Sadé, tout d'abord, un mot d'encouragement et de félicitations. Vous nous avez présenté l'histoire de votre saga familiale, en quelque sorte. Il y a 50 ans, votre père commence son activité avec 4 collaborateurs et un navire. Et en 50 ans, votre famille a créé un empire. On peut vous en féliciter. Enfin, personnellement, moi, je vous en félicite. On s'en réjouit quand même, c'est le premier point. La deuxième question, vous voyez, nous sommes plusieurs députés, sans se parler, sans se communiquer, à pointer un sujet. Moi, je ne veux poser aucune question comme l'ont fait certains, mais peut-être sous un autre angle, celui de la diversification industrielle, en quelque sorte. Un grand groupe réussi. Vous avez concentré les regards au moment de la crise Covid parce que vous avez été une des activités bénéficiaires. Vous investissez au nom de la diversification dans les médias.
Pourquoi pas dans l'énergie? Pourquoi pas dans l'environnement? Pourquoi pas dans la production industrielle? Pourquoi pas dans l'intelligence artificielle, dans l'agroalimentaire? C'est-à-dire diversifier votre activité, mais en concordance avec ce que les pouvoirs publics français, notamment le gouvernement, recherchent en matière de réindustrialisation de notre pays. Merci. Merci, Monsieur Benoît. Monsieur le Président. Nous avons investi plus de 12 milliards dans la logistique. La logistique, il y a 5 ans, n'existait pas chez CMA-CGM. Et en l'espace de 5 ans, on a acquis de nombreuses sociétés qu'on a ramenées à Marseille et qui sont dans un secteur qui est tout nouveau pour CMA-CGM. Donc ça, c'est un pilier tout nouveau. L'intelligence artificielle, on investit massivement dans l'IA. Nos partenariats avec Youtai, avec Google, avec Mistral, sans compter les initiatives qu'on a lancées dans des incubateurs à start-up. On a plusieurs incubateurs, un à Marseille, un en Guadeloupe, un en Côte d'Ivoire. On a plusieurs incubateurs qui permettent à des jeunes start-upers de trouver un endroit où ils peuvent réfléchir à développer un concept et peut-être même le rendre rentable. Donc on fait déjà beaucoup dans notre secteur et la logistique, si vous réalisez en l'espace de 5 ans, 12 milliards, c'est pas peu. Et on a investi aussi dans Air France KLM, dans Eutelsat, dans Brittany Ferries, dans la Méridionale. La Méridionale est une très belle entreprise qui a des difficultés et on essaye de les aider à passer ce mauvais cap. Donc ça aussi, il faut que vous l'ayez en tête. Parce qu'on donne l'impression qu'on est un peu pointé du doigt, mais on fait déjà beaucoup de choses. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Monsieur le PDG, une question très différente des précédentes. La décarbonation, ou plutôt je dirais la défossilisation des transports maritimes, c'est un enjeu central, mais sa réussite, elle dépend de notre capacité à mobiliser efficacement les ressources qui sont disponibles. Selon le secrétariat général à la planification écologique, les biocarburants actuels, tels que les MAG ou l'HVO, reposent majoritairement donc sur des importations, ce qui interroge notre souveraineté énergétique. Le transport maritime est par ailleurs donc aussi un utilisateur potentiel de carburant issu de la biomasse. Et dans ce contexte, la stratégie nationale d'hydrogène publiée en avril dernier, ainsi que la PPE3, dont au sein de notre groupe nous souhaitons la publication, identifie le secteur maritime donc, comme un secteur en transition, avec un objectif de 20% de carburants alternatifs d'ici 2030, incluant l'hydrogène, les biocarburants avancés et les carburants synthétiques. Or, ces solutions, bien que prometteuses, se heurtent à des difficultés qui sont autant de défis à relever, tels que la limite en termes de biomasse. Et donc, nous souhaiterions savoir comment CMA-CGM concilie les ambitions de défossilisation avec ces contraintes d'approvisionnement en biogaz, en hydrogène et en biomasse de manière plus large. Merci. Merci, Monsieur Fugit. Monsieur le Président. Comme je l'ai rappelé dans mes propos, le GNL est une énergie fossile de transition. Et il y aura mieux et plus tard, mais on ne sait pas quand. Si vous pouvez m'aider, je serai ravi. Mais pour l'instant, la difficulté que nous avons avec le méthanol, qui n'est pas une énergie fossile, c'est qu'elle coûte 3 fois le prix du GNL. Et nos clients ne sont pas en mesure d'accepter de payer cette différence-là. On est prêt à prendre une partie, nous, CMA-CGM, mais on ne peut pas absorber la totalité du surcoût. On regarde d'autres énergies, on n'a pas parlé du Vélic, mais on a aussi des projets de navires entre Le Havre et New York qui sont propulsés à la voile. Évidemment, ce n'est pas des grands navires, mais ça reste quand même des bateaux qui peuvent transporter quelques centaines de conteneurs d'un endroit à un autre, mais ça ne peut pas être fait à l'échelle industrielle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mathias Tavel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, 3 questions. Sur la question fiscale et plus globalement de la concurrence internationale, qu'avez-vous à dire sur la pertinence d'une réglementation internationale, soit en matière de fiscalité pour financer la décarbonation, soit en matière de protection sociale des marins pour limiter le dumping et aussi permettre que le transport maritime ne soit pas un lieu d'exploitation pour des marins, notamment philippins ou d'autres régions du monde. Deuxièmement, en matière de réglementation internationale, je vous repose la question. Pouvez-vous dire ici clairement que vous souhaitez que les États-Unis soutiennent l'accord pour la décarbonation du transport maritime qui doit être validé à l'OMI cet automne? Dernière question, c'était sur le Vélic. Vous venez en partie d'y répondre. Nous organisons la semaine prochaine avec le président Coquerel un colloque sur cette question à l'Assemblée.
quelles sont les ambitions que CMA-CGM a sur cette partie de l'alternative pour la décarbonation du maritime. Je vous remercie, Monsieur Tavel. Monsieur le Président. Sur le Vélic, on a un projet, on a 3 navires, un qui est déjà livré, 2 en construction. Il faut voir qu'est-ce que ça donne. Et si on voit que ça marche, on pourrait en produire davantage. Mais donnons un peu de temps au temps. Sur l'environnement, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que les différents gouvernements, les différents pays ne parlent pas d'une même voix. Et pour nous, transporteurs maritimes, il est difficile de se retrouver. Le jour où tous les pays ont une même voix, ça aidera beaucoup. Et bien sûr qu'il faut que les États-Unis rejoignent une coalition en faveur de la décarbonation et des solutions pour réduire nos émissions de CO2. Je ne demanderai pas mieux de ça, mais ce n'est pas entre mes mains. Bien, merci Monsieur le Président. Madame Mélanie Thomas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Saadé, une question extrêmement précise. Le contexte géopolitique en mer Rouge met en péril la sécurité de cet espace maritime qui est très stratégique pour le flux du commerce mondial. Vous avez, Monsieur le Président, fait le choix économique de maintenir une ligne commerciale via le golfe d'Aden, malgré le risque d'attaque en mer des navires occidentaux. À travers ce maintien, vous bénéficiez de l'escorte et de la sécurisation de vos navires par nos forces armées. La Marine nationale mobilise ainsi d'importants moyens matériels et surtout humains. Une frégate a été mise à votre disposition et nos marins risquent tous les jours leur vie pour protéger vos navires. Sur le principe d'une responsabilité partagée et dans le contexte dont on a déjà parlé, celui de l'effort collectif de réduction de la dette publique, seriez-vous prêt à engager une réflexion avec l'État pour une prise en charge partagée des coûts de protection de vos navires commerciaux? Je vous remercie. Merci Madame Thomas. Monsieur le Président. Si la situation à Suez avait à perdurer, certainement. Donc, je suis ouvert à la discussion et de discuter à l'État comment faire pour partager les coûts quand on demande une escorte de la marine française pour certains de nos navires. Bien, merci. Monsieur Pascal Lecamp. Oui, alors j'avais pensé poser une question, mais qui a été rappelée là maintenant, peut-être aller un peu plus loin, c'est sur le Vélic. Enfin, les émissions de GES, aujourd'hui, c'est 3% de transport maritime. Les projections 2050, c'est 17-18%. Donc, une des solutions, c'était ça. On a des boîtes françaises, je pense à Mer Concept de François Gabard, qui travaillent sur ces sujets-là. Est-ce que vous travaillez avec ces boîtes françaises dans vos recherches, ou est-ce que, avec qui, au niveau de l'innovation, vous travaillez sur ces 3 projets, peut-être les futurs plus nombreux, on peut espérer? Bien, merci Monsieur Lecamp. Monsieur le Président. Nous travaillons avec une société qui s'appelle Neoline, mais ce qui est important, c'est de garder à l'esprit, c'est le coût. Aujourd'hui, bouger un conteneur par moyen Vélic coûte beaucoup plus cher que par un navire porte-conteneur conventionnel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le sujet de coût peut freiner le développement de cette énergie, même si on a des prototypes et on va attendre le résultat. Merci Monsieur le Président. Monsieur Stéphane Travert. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Directeur Général, merci d'être ce matin parmi nous pour évoquer les perspectives de votre groupe. En juillet dernier, Total Energy et CMA-CGM annonçaient le lancement d'une coentreprise pour le soûtage de gaz naturel liquéfié dans le port de Rotterdam. Et cette initiative, elle s'inscrit dans une volonté commune d'accélérer la transition énergétique du secteur maritime. Pouvez-vous nous préciser comment vont s'articuler concrètement cette coentreprise avec Total Energy, la gouvernance, le partage des investissements et notamment les retombées attendues pour la France, et quel est le calendrier prévu et quels risques identifiez-vous sur le plan réglementaire ou technique? Et puis enfin, pourquoi avoir choisi d'implanter ce projet dans la zone Amsterdam-Rotterdam-Anvers plutôt que dans un port français comme Le Havre ou Marseille? Quels ont été les critères qui vous ont conduit à valider ce choix? Merci, Monsieur le Président, Directeur Général. Merci, Monsieur Travers. Monsieur le Président. Merci pour votre question. Nous avons des liens étroits avec le groupe Total. Total est un de nos grands fournisseurs de GNL. Nous avons des contrats de soûtage avec Total à Rotterdam, mais également à Fos. À Fos, nous achetons du GNL pour nos navires à Fos et à Rotterdam, parce qu'à Rotterdam, vous avez des raffineries qui sont
sur place, et donc c'est beaucoup plus économique et pratique pour nous de pouvoir mettre en place ce type de partenariat. Donc c'est une co-entreprise entre nous et Total qui achète du GNL à Total et qui le fournit aux navires de CMA-CGM. Bien, merci Monsieur le Président. Je vous invite, si vous le souhaitez, peut-être à compléter certaines réponses. Alors, j'ai noté notamment les mécanismes de partage de la valeur ajoutée dans le cadre de CMA-CGM. J'ai noté aussi la question de la tribune et de ce que vous pourriez dire aux entrepreneurs. J'ai aussi noté la question de la fiscalité internationale. Comment permettre une fiscalité... Est-ce que vous soutenez une fiscalité internationale qui puisse peut-être contrer, disons, des tendances de dumping social, si je résume. Voilà, 3 questions. J'en ai peut-être encore oublié pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse, mais voilà, je vous invite, si vous l'acceptez, à revenir sur ces questions et à toutes les questions que vous souhaitez. Merci. Merci, Madame la Présidente. Peut-être le message que je ferai passer aux entrepreneurs français, c'est de continuer à croire. Malgré la situation difficile que nous vivons en France, je trouve que la France est un très beau pays. Moi, j'habite en France depuis 48 ans, date à laquelle mon père s'est installé, et on croit beaucoup au potentiel de la France. Le pays passe par des périodes difficiles, comme beaucoup d'autres, et je suis sûr que des solutions seront trouvées, et si on peut accompagner, aider et faire avancer, on le fera bien volontiers. Et pour les entrepreneurs, c'est d'être humble, et de faire en sorte de poursuivre leurs idées et de ne pas être freinés par quelconque frontière. Sur la fiscalité internationale, on accompagnera s'il y a des décisions et s'il y a des initiatives qui sont mises en place pour pouvoir suivre certains sujets et notamment le dumping social. On verra ce qu'il y a à faire et on actera en conséquence. Voilà pour les meilleurs moments de cette audition de Rodolphe Sadé à l'Assemblée nationale, l'homme d'affaires milliardaire patron de CMA-CGM qui a notamment racheté récemment le média en ligne Brut. Je crois que les industriels ont un rôle à jouer pour défendre le pluralisme, l'indépendance et la qualité des médias, a-t-il dit devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée. Ainsi se termine cette séance. On se retrouve très vite sur LCP. Ciao, ciao.